Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pipe c'est mieux, le podcast de pipe.fr. Dans l'épisode précédent, on a commencé une série de 4 épisodes qui portent sur les différentes écoles de pipe à travers l'Europe et le monde. Donc après avoir découvert ensemble l'école française et anglaise, on va maintenant se pencher sur l'école italienne. Si la naissance de la pipe appartient vraiment à Saint-Claude et à l'Angleterre en second lieu, l'Italie est également un haut lieu de la fabrication de la pipe, autant industrielle que artisanale. Jusque dans les années 1870, la production est complètement éclatée dans une multitude de familles du nord de l'Italie. Chacun fabrique des pipes pour compléter ses revenus, et ces pipes, qui sont généralement en buis ou en olivier, sont achetées par des voyageurs de passage qui les revendent ensuite à des grossistes qui vont les distribuer à travers le pays. Pour rappel, à cette époque, la fabrication de la pipe de Saint-Claude est déjà quasi entièrement industrialisée. Et c'est justement en visitant un fournisseur de Saint-Claude que Fernandino Rossi, un des plus grands fournisseurs de produits du tabac d'Italie du Nord, a l'idée d'industrialiser la fabrication de pipes en Italie. Après cette visite à Saint-Claude en 1880, il va se rendre plusieurs fois à l'étranger pour acquérir du matériel, mais il se retrouve confronté à un obstacle particulier. Les secrets des pipiers français sont bien gardés et ils n'ont pas vraiment envie de les partager. Rossi tâtonne pendant un long moment et au final, il choisit de se faire fabriquer les outils et les machines, faute de pouvoir les acheter à des pipiers français. Après avoir rassemblé l'équipement nécessaire, il va recruter personnellement 30 ouvriers locaux et fonde la Fabbrica di Pipe di Radica Rossi. Alors je vous demande d'excuser mon piètre accent italien. Fondée en 1886, l'entreprise grandit rapidement et d'après les registres de la fabrique, ils exportent déjà des pipes au Brésil à partir de 1892. Comparé aux autres ateliers pipiers de la région de Varèse, donc qui se situe non loin de Milan, dans l'Italie du Nord, eh bien, le projet de Rossi apparaît comme étant quelque chose d'un petit peu fou. Comparé aux standards de l'époque, la fabrique est ultra moderne. Il y a tout un réseau de canaux pour alimenter une turbine qui assure l'alimentation électrique, et, chose rarissime pour l'époque, le chauffage est électrique lui aussi. Donc les conditions de travail sont vraiment fabuleuses, comparées aux standards de l'époque. Le succès est tel que très rapidement, Rossi est parmi les 10 plus gros producteurs de pipes au monde. Donc son rayonnement va attirer d'autres fabricants dans la région de Varèse, qui va devenir un pôle dans l'industrie pipière italienne. Et à son 50e anniversaire, la fabrique Rossi emploie 860 personnes, dont 95% de femmes, et il façonne environ 50 000 pipes par an. Donc jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les pipes italiennes sont très similaires avec les pipes françaises et anglaises. Non seulement en termes de design, mais elles n'ont pas du tout la même image en termes de qualité. Alors certes, la pipe française et la pipe anglaise sont elles aussi des produits industriels après tout, cette image est complètement différente. La pipe italienne, elle est vraiment vue comme la pipe entrée de gamme, la pipe toute simple, celle qui n'a finalement pas beaucoup de valeur. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, l'Italie du Nord va attirer de nombreux autres fabricants. Par exemple, on a la maison Castello, qui est fondée en 1947, ou encore Savinelli, qui était autrefois revendeur et qui décide finalement de se tourner vers la fabrication en 1948. L'arrivée de ces deux fabricants va complètement changer l'image de la pipe italienne. Tout d'abord, chose novatrice, ils vont miser sur une production très limitée, mais de très haute qualité. Même si de l'extérieur, Castello ressemble à une usine parmi tant d'autres, dans les faits, le fonctionnement interne est radicalement différent. À la place d'avoir un grand nombre d'ouvriers qui sont divisés en fonction des étapes qu'ils effectuent, donc les passes, Castello va regrouper des artisans qualifiés qui vont s'occuper de toutes les étapes de la production. En clair, au lieu de faire une étape dans la production, ils vont fabriquer la pipe de A à Z. Puisque ces artisans sont responsables de leur propre création, ils vont être bien plus prudents, bien plus attentionnés dans la découpe de la bruyère, dans son traitement, et ils vont aussi imaginer des formes bien plus originales. Castello a en tête un élément absolument déterminant.
c'est-à-dire le marketing. Donc inspiré par Delisle et son fameux point blanc qui était déjà reconnu à travers le monde entier, il fait marquer toutes les pipes Castello d'une fine barrette blanche, ce qui en soi est assez similaire au logo Delisle. Grâce à cette approche diamétralement opposée vis-à-vis de la concurrence, à savoir des quantités réduites et une production artisanale, Savinelli et Castello s'éloignent de plus en plus des canons de la pipe classique. Ce qui les caractérise, c'est principalement des proportions qui sont spectaculaires et des finitions remarquables qui mettent vraiment en avant la veine du bois. Ce faisant, ils vont établir les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui le néoclassicisme italien. Concrètement, ces pipes arborent un foyer qui est particulièrement démesuré, contrairement aux pipes classiques qui cherchent un équilibre entre le foyer et la tige. Et autre élément propre aux pipes italiennes, eh bien, selon les modèles, la tige peut aller en s'évasant ou au contraire en s'affinant considérablement. Ces éléments en eux-mêmes ne justifient pas forcément la création d'une nouvelle école de style. Néanmoins, on retrouve ces caractères chez quasiment tous les pipiers italiens, et ça va finir par être vraiment partie de leur identité. Comme je l'avais dit plus tôt, Varese est au cœur de l'industrie pipière italienne. On y retrouve Savinelli, Rossi, Castello, Caminetto, Radice, Ascorti, qui sont situés tous à moins d'1 heure de route les uns des autres. Avec cette proximité, ils vont partager les mêmes codes. Seulement, il y a une question qui se pose à l'heure actuelle. Y a-t-il une école italienne ou des écoles italiennes ? Si Varese est le cœur historique de la pipe italienne, la petite ville de Pesaro, qui est située sur la côte adriatique dans l'Italie du centre, va prendre une ampleur de plus en plus importante, à tel point que certains parlent aujourd'hui de l'école de Pesaro. Comme l'école danoise qui a commencé autour de Sixter Ivarsson, l'école de Pesaro commence autour d'une seule personne, en l'occurrence Giancarlo Guidi. Il commence sa carrière chez Mastro de Paja, puis va fonder ensuite Sir Jacopo en 1982. Et contrairement aux pipiers du Nord, qui vont prendre leur inspiration chez les pipiers français et anglais, Guidi va chercher son inspiration ailleurs. Notamment, il va se référer aux pipes qui sont dépeintes dans les œuvres d'art, comme par exemple les tableaux de Van Gogh, Picasso ou Magritte. Il va également s'inspirer des pipes qui sont fumées par les pêcheurs locaux, ce qui aboutit à 2 lignes de pipes qui sont légendaires chez Sir Jacopo, la ligne La Picta et la ligne La Pipaccia. Chose intéressante, on a également 2 autres fabriques très connues des amateurs de pipes qui vont naître à Pesaro, en l'occurrence Il Seppo et la Natra. On retrouve notamment l'influence de Sir Jacopo dans le côté très organique des formes, parfois des silhouettes qui sont vraiment fantasques et très joueuses. Pour résumer rapidement, l'école italienne, c'est d'abord le néoclassique italien, qui trouve ses racines dans le style français et anglais, et qui va réinterpréter des formes bien connues en proposant quelque chose d'un petit peu plus élégant, artistique et propice à des courbes très légères. En parallèle, on a Pesaro, qui va se nourrir de cette nouvelle lecture des canons classiques. Au final, la pipe n'est plus seulement un objet pour fumer, c'est aussi le support par lequel l'artisan pipier va pouvoir s'exprimer, et va pouvoir transmettre sa vision personnelle de l'objet. Chez certains, cette vision est vraiment poussée dans les extrêmes, et leur création ressemble plus à des sculptures qu'à véritablement des pipes. Voilà qui clôt notre épisode sur l'école italienne. J'espère que vous avez pu apprendre quelques petites choses. La semaine prochaine, on se retrouve pour l'épisode suivant, qui va être sur l'école danoise. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de La Pipe c'est mieux. N'hésitez pas à le partager sur Facebook ou vos réseaux sociaux. Et si possible, n'hésitez pas aussi à laisser une note ou bien un commentaire. Merci encore et à très bientôt.